Donc, je suis David Millet, je suis urbaniste. J'ai créé une société qui a 12 ans. On a accompagné 8000 particuliers depuis qu'on existe dans des projets de construction sur leur terrain. Donc c'est ça la densification d'eau, ce sont des particuliers qui rajoutent des mètres carrés sur leur terrain. Si on peut lancer le diaporama, je pense, pendant que je commence. Ou c'est moi qui le pilote? Et c'est moi qui le pilote. Alors, déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je suis un urbaniste passionné. Je suis hyper énervé par la situation actuelle en France de la construction. On construit 50 000 maisons par an alors qu'on en faisait 200 000 dans les années 2010-2015 par exemple, ce qui est à peu près ce qu'il faut faire. Et je suis vraiment très heureux d'être là parce que je suis persuadé que la solution qu'il faut qu'on trouve au problème, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve des solutions, on ne peut pas juste trouver des inspirations ou se lamenter. Je pense qu'on a vraiment un problème technique qu'il faut résoudre. Moi, je suis urbaniste, mais je suis de formation ingénieur, donc j'ai le défaut de vouloir trouver des solutions aux problèmes. Et donc je pense que cette solution, elle est un peu dans ce que vous avez dit, monsieur, sur le village corse. C'est qu'en fait, il y a eu une époque où l'urbanisme et la construction n'étaient pas séparés. Et comme vous dites, il n'y avait pas d'architecte, mais en fait, quand on regarde un village corse, alors, il n'y avait pas d'architecte, il n'y avait pas la voiture non plus. Mais dans le fond, on se reconnaît, et même les gens qui ne sont pas corses, ils se reconnaissent dans le village corse. Et on peut aller en Scandinavie, on va se reconnaître aussi dans des formes scandinaves. Je pense qu'on sort de 100 ans où l'urbanisme et la construction et la promotion ont été séparés et sont intervenus de façon séquentielle. C'est-à-dire qu'on a fait l'urbanisme et ensuite on vous a filé les clés sur des macro-lots ou des lotissements pour construire. Et en fait, je vais essayer de vous démontrer que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on refusionne nos deux approches. L'urbanisme, ça ne va pas venir avant et ensuite vous construisez. Je pense qu'il faut juste qu'on refusionne ça pour que le produit qu'on développe ensemble, c'est-à-dire des villages et des villes, soit à nouveau finançable, qu'il convienne à la demande actuelle. Donc on l'a vu, demande de lumière, demande de nature, demande de plein de choses, mais en fait il faut qu'on se repose des questions fondamentales, en fait, qui sont des questions de demande, je pense. Et ensuite qu'on aille voir les pouvoirs publics pour leur indiquer ce qu'il faut faire. Alors, le premier sujet qui est compliqué, je pense, c'est un sujet de géographie. On est en train de faire, en France en particulier, je pense, un refus d'obstacles. Vous savez, comme les chevaux qui ne veulent pas sauter par-dessus la barrière. Et le refus d'obstacles, c'est le suivant. Vous voyez, ici, vous avez une carte de France qui sont tous les carreaux de 1 km par 1 km dans lesquels personne ne vit. Il n'y a pas de résidence principale dans ces carreaux verts. Et donc, quand je vous la présente comme ça, on se dit, bah, ça doit être sympa. Ça doit être protégé de l'urbanisation. En vacances, si on s'y balade, eh ben, ça doit être voilà, préservé, comme on dit. Et donc, cette image, c'est l'image renversée de ce qu'on appelle la densification. La densification, elle produit un truc positif, c'est qu'elle produit des espaces libérés de tout l'aménagement qu'implique la présence humaine, que ce soit résidentielle ou d'activité des Français sur la Terre. Donc en fait, premièrement, la densification, c'est quelque chose que tous les Français souhaitent, parce qu'ils souhaitent aussi qu'il y ait des espaces qui soient préservés. Deuxièmement, c'est pas du tout quelque chose qui est nouveau, ça vient pas d'Usan. Vous voyez, là, je suis en 1876 à gauche, donc la France est rurale. Et à droite, on est en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une concentration spatiale, c'est-à-dire que de plus en plus, on se regroupe et on habite les uns à côté des autres, et les villages deviennent des villes moyennes, les villes moyennes deviennent des grandes villes. Et ce mouvement, il n'est pas français. Ce n'est pas un centralisme français qui nous a fait adopter une politique de métropolisation où on aurait favorisé Lyon, Bordeaux ou un certain nombre de villes. Il est mondial. C'est qu'aujourd'hui, partout dans le monde, un humain, en fait, il se dirige vers la ville. Et vous prenez le Japon, par exemple, qui a une population qui est déclinante, à la démographie déclinante. Il y a un ensemble de territoires qui sont en décroissance démographique. Ce sont les petites villes, les villes moyennes et les territoires naturels. Et les seuls territoires au Japon qui sont encore en croissance, ce sont le cœur des grandes villes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui habitent à droite, dans les endroits concentrés, alors vous voyez, l'étape d'après, je vous mets les prix de l'immobilier. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit, les prix de l'immobilier? C'est qu'ils sont encore plus concentrés que la concentration spatiale qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un Français, il paye 5 000, 6 000 euros du mètre carré pour habiter dans des lieux qui sont rouges sur la carte de droite,
et ils payent 1500, 2000 pour habiter dans des lieux qui sont jaunes, et je ne vous parle pas du vert. Le vert, il est à 800 € du mètre carré ou 1000 € du mètre carré. Et donc, cette géographie, c'est une demande. En fait, il y a une information dans ce prix, c'est que les Français sont prêts à payer combien du mètre carré pour habiter où. Donc vous avez l'enveloppe bâtie, mais vous avez dans le où, vous avez ce à quoi ils ont accès en 5 minutes à pied, 10 minutes à pied, ou 10 minutes en vélo, ou 15 minutes en voiture. C'est-à-dire qu'en fait, cette géographie, elle exprime qu'il y a des lieux dans lesquels il y a des services qui sont disponibles pour les Français, donc des services publics, des équipements, des gymnases, des trucs pour les enfants, des écoles, etc. Et que ces services, il y en a beaucoup plus qu'à l'époque des villages corses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez un Français ou un Européen, quand il profite de son cadre de vie, vous faites la liste de tout ce à quoi il est abonné. Donc il a ses abonnements numériques, l'abonnement free, mais il a l'abonnement à la salle de sport, il a l'abonnement aux restaurants qui sont pas loin, aux activités pour les enfants, aux infrastructures. Enfin, notre vie est beaucoup plus évoluée, complexe et développée que celle de l'époque du village corse, où en fait le village corse rassemblait quasiment tout. Tout ce qu'il y avait dans la société française était dans le village corse. Aujourd'hui, on est dans des modes de vie beaucoup plus confortables, développés. On a accès à la culture, on a accès au sport, on a accès aux amis, on a accès à l'emploi. Et l'emploi, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les Français font plus 40 ans dans la même boîte. Moi, l'âge moyen des employés chez moi, c'est 28 ans, 29 ans. Le turnover, c'est tous les 2 ans, 3 ans. Et donc, en fait, si des gens restent 2, 3, 4 ans dans une entreprise, en fait, il leur faut le nombre de jobs qu'il leur faut aux alentours de là où ils habitent, il est exponentiellement plus important. Et ça, c'est pas français. C'est pareil en Asie, c'est pareil en Amérique du Sud, c'est pareil aux États-Unis. Et donc, cette carte, cette géographie, la France ne veut pas y aller parce que la France est grande, qu'on a nos 100 départements, nos 100 préfectures, nos 200 sous-préfectures, et qu'on a notre identité dans les villages et dans les villes moyennes. Et donc, on a ces refus d'obstacles. Ça se traduit comment matériellement? Vous voyez, moi, mon siège est à Bordeaux. Donc, Bordeaux, c'est un des points rouges qui est là. J'ai un PLU qui, depuis 10 ans, sur 70 000 terrains de la métropole, interdit les créations de bandes d'accès de façon illégale. Et donc, ce refus d'obstacle, il est que, donc c'est des données de l'INSEE qui sont parues la semaine dernière, l'efficacité foncière progresse partout en France. Donc l'efficacité foncière, c'est la taille d'un terrain sur lequel on met une maison. Elle progresse partout en France, dans l'historique, c'est-à-dire que la taille des terrains baisse, ce qui paraît normal parce qu'ils sont plus chers, les gens se rapprochent un petit peu des centres, ils ont un budget qui est un peu contraint, la taille des terrains baisse partout, sauf dans les zones tendues au sens du zonage Pinel. La taille des terrains ne baisse pas dans les zones zonées A. Et pourquoi elle ne baisse pas? Parce qu'en fait, il y a des régulateurs, donc des gens qui écrivent des PLU, qui interdisent que cette efficacité foncière progresse. Donc en fait, on a en France un appareil technico-administratif qui donne les autorisations d'urbanisme et qui refuse que les Français aillent dans les zones rouges. J'ai une opération, moi, en ce moment, à Clermont-Ferrand. Vous voyez, Clermont-Ferrand, c'est pas rouge-rouge. Je suis dans les quartiers nord, à Champratel, dans les quartiers un petit peu chauds de Clermont-Ferrand. Il y a quand même le tramway qui arrive, mais on est plutôt en secteur détendu. On est sur un prix, 2500 € dans l'ancien du mètre carré. En ce moment, je découpe des lots au fur et à mesure, sur mesure. En 2024, la taille du mes lots à Clermont-Ferrand, c'est 169 mètres carrés en moyenne. 169 mètres carrés, on l'interdit de le faire en première couronne de Lyon. On interdit de le faire en Île-de-France. On interdit de le faire à Bordeaux. On interdit de le faire à Strasbourg. On interdit de le faire partout. En fait, les Français, on les interdit d'aller faire construire leur maison là où ils voudraient habiter. Donc, on a ce premier sujet qui est que vous voyez bien que la France fait un refus d'obstacle sur la métropolisation et sur la littoralisation, puisqu'on a un énorme phénomène côte ouest. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français, ils veulent aller passer leur retraite en Corse, au Pays Basque, sur la côte ouest, en Bretagne, dans le Morbihan. Ils veulent aller, et puis d'autres, comme les Japonais, ils veulent aller dans le cœur de Bordeaux parce qu'il y a un hôpital, parce qu'il y a des restaurants, etc. On leur refuse. Et nous, ça nous arrange un peu tous, parce qu'on est tous originaires de quelque part. On est tous originaires d'un petit coin de la France. Et donc, en fait, on n'a pas envie de dire au petit coin, moi, je sais pas, j'ai ma belle famille qui est en Corrèze. Évidemment, en Corrèze, le foncier a une valeur négative. Vous construisez votre maison de 150 000 €, le lendemain, elle en vaut 180 000. Et on n'a pas envie de leur dire, ah, mais en fait, vous voyez bien ce qu'on n'a pas envie de leur dire. Sauf qu'en fait, ça arrive déjà. Vous avez déjà des villages vides en Creuse, vous avez déjà des villages vides en Corrèze. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien y faire et qu'il faut empêcher les entreprises et les gens de s'y développer. Mais il y a manifestement cette carte des prix, je suis désolé, il faut la prendre telle qu'elle est. Cette carte des prix, c'est la réalité de la demande. Et en fait, tant qu'on n'affronte pas ça, en fait, je pense qu'on ne résout pas le problème. Et si on dézoome, vous
voyez, je vous montre la carte de l'Europe. À droite, c'est la densité de population en Europe. Donc plus, là où c'est en orange, c'est qu'il y a beaucoup de monde par kilomètre carré. Et là où c'est bleu, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Et à gauche, c'est la trajectoire de croissance des régions, de croissance économique. Qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'il y a quand même un lien, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, en 2024, il y a un lien entre croissance économique et densité de population. C'est comme ça. Vous allez en Asie, elle est où la croissance économique de la Chine? Elle est là où il y a les grandes villes. Est-ce que la Chine, c'est juste une économie tertiaire? Et est-ce que la métropolisation, c'est juste parce qu'en fait, on est passé d'une économie agricole et industrielle à une économie tertiaire? Bien sûr que non. La Chine, c'est l'usine du monde. Et la Chine, elle est urbaine. Elle est littorale. Vous avez 20% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km des côtes. Et donc, ce mouvement géographique, il est réel. Et le problème est le plus fort en France, parce que si vous allez en Italie, par exemple, il y a beaucoup de montagnes, donc tout le monde est déjà en bas le long de la côte, autour des grandes villes. Vous allez en Angleterre, ils sont tous dans le sud de l'Angleterre, il n'y a personne dans le nord. Vous allez en Chine, il y a 80% du pays où il y a quasiment personne, ils sont tous rassemblés. Et donc, il y a juste nous, on a un pays qui était hyper maillé, avec nos 100 départements, nos 100 préfectures, et on a eu ce luxe pendant la fin de la période de la France agricole, d'avoir un super aménagement du territoire équilibré. Mais si on persiste dans ce mythe, on se trompe de sujet parce que la demande, en fait, eh ben, elle est dans la carte d'avant, elle est là. La demande, elle est côte ouest, elle est en Méditerranée, elle est à la frontière suisse, elle est en Île-de-France. Et cette demande, c'est la survie économique des jeunes et des ménages. Des gens, ils veulent bosser. Comment on fait pour bosser aujourd'hui? C'est beaucoup plus compliqué quand on est à la souterraine au Creusot. Et en fait, si on ne regarde pas ça en face, on se permet d'avoir des documents d'urbanisme qui interdisent aux Français de faire ce qu'ils doivent faire. Donc ça c'est vraiment terrible. Et donc, vous voyez, je vous donne de l'information comme ça. J'ai demandé à la métropole de Bordeaux d'abroger les règles illégales sur les interdictions de création d'accès sur 70 000 terrains, qui font 800 mètres carrés en moyenne. Donc, vous voyez, les 169 mètres carrés que je fais à Clermont-Ferrand, je peux les faire 4 fois dans chaque terrain de Bordeaux. J'ai 250 000 terrains à bâtir potentiels dans Bordeaux Métropole, le long du tramway, etc. Et donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, une fois que j'ouvre les règles d'urbanisme et que je ne fais pas le refus d'obstacle sur où est-ce que les Français veulent habiter, eh bien, il se trouve que tout le gisement foncier qu'on a, il est déjà bâti, il est déjà la propriété de quelqu'un. Et ça veut dire que dans le futur, mon intuition que je vous partage, c'est que vous ne construirez pas dans des lotissements ou dans des ZAC, vous construirez sur des choses qui sont déjà bâties. Donc là, vous avez une petite échoppe à Bordeaux, une petite mamie qui vit seule dans sa maison avec un étage. Ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle fasse une extension au rez-de-chaussée pour qu'il y ait la chambre, la salle de bain et tout le truc au rez-de-chaussée, et que là-haut, elle le loue, vous voyez, avec une terrasse sur l'extension. Donc là, je passe à 2 logements. Ensuite, je peux rajouter encore un étage et je fais un studio pour étudiants avec une deuxième terrasse là-haut. Je passe à 3 logements. Et ensuite, je fais un bimbi à l'arrière, je rajoute une petite maison familiale de 85 mètres carrés et j'ai un 4e logement. Ça, on a le marché pour le faire à Clermont-Ferrand, j'ai le marché pour le faire on peut quasiment le faire partout en France. Des parcelles comme ça, et elle est petite celle-ci, j'en ai 20 millions. J'en ai 9 millions dans les villes de plus de 10 000 habitants et les communes qui les touchent. J'ai une abondance de possibilités comme ça, si on a la possibilité réglementaire de le faire, et si on développe ensemble, urbanistes et constructeurs, la technologie qui passe de construire à transformer. C'est quoi la différence? C'est que là, il y a déjà quelqu'un qui est là. Alors le grand avantage, c'est que le foncier, il est là, il est déjà payé. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez bien que le foncier dans l'équation du prix du logement, qui est vraiment difficile, c'est vraiment une des clés sur lesquelles il faut agir, parce que les coûts de construction ont subi, les taux d'intérêt ont subi. Le foncier, par contre, ça c'est artificiel, ça dépend de la réglementation et ça dépend d'où on part. Si on part des 20 millions de parcelles qui sont déjà bâties, le foncier est déjà payé, il est déjà viabilisé. Et la personne, elle va valoriser ses droits à bâtir et elle va se faire une petite opération patrimoniale. Donc, quand je vous dis que nous, on a travaillé avec 8000 personnes dans ces cas-là, mon ambition personnelle, c'est de devenir un des pourvoyeurs pour vous de foncier déjà payé pour que vous soyez capable non seulement d'isoler ou de rénover au sens améliorer les performances énergétiques des bâtiments, mais surtout de reconfigurer des parcelles déjà bâties, parce qu'en fait, la maison initiale ne répond pas à la demande de la petite personne âgée qui vit dedans. Et donc, il faut qu'on transforme et il faut qu'on transforme des choses qui sont petites, parce que c'est ce que vous avez bâti hier, c'est les maisons d'hier. Les maisons d'hier, c'est petit, et donc c'est des micro-opérations qu'il va falloir développer, et on doit aller vers une miniaturisation de notre industrie, c'est-à-dire qu'effectivement, les tablettes de chocolat, comme je ne sais plus qui les appelait, je pense qu'elles sont un peu derrière nous. Alors vous voyez, les villages, c'est comme ça que ça évolue. En fait, comment ils ont été faits?
par micro-projet. Il y avait une maison, il y a une deuxième qui est venue, et ça s'est fait par incrémentation, petite surélévation, des choses comme ça. Et là, je suis place des Vosges, voilà. Bon. Donc, la miniaturisation, elle est compatible avec la promotion immobilière, elle est compatible avec le logement collectif. Je peux très bien avoir une petite maison rez-de-chaussée ou R+1 qui devient un immeuble comme ça. Il y en a beaucoup dans le nord de l'Europe, on en a vu des images. Il y en a aussi, là je suis à Honfleur, c'est en France. La miniaturisation, elle est compatible avec des densités plus fortes. Vous voyez, là je suis à Anvers en Belgique. Voilà. Et dernière chose, sur le financement, parce que c'est clairement la clé, on a vraiment un problème de financement. Premièrement, quand on faisait 200 000 maisons par an en France, c'était ce que j'appelle en autopromotion, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage de la construction, c'était l'habitant lui-même, et ça économise quand même toute la promotion. Donc on était au coût de construction plus terrain. Le coût de construction, il était à 1500. C'est la seule méthode par laquelle on a fait du logement abordable en France ces dernières décennies. Et donc demain, il n'y aura pas de solution s'il n'y a pas 50% de projets à maîtrise d'ouvrage habitant, c'est vraiment la clé. Deuxième chose, et je finis sur ça, vous voyez, à droite, c'est la carte de l'autopromotion, à gauche, c'est la promotion. L'autopromotion est beaucoup plus universelle, c'est-à-dire que c'est moins cher de faire bâtir. Vachement important. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, mais il faut faire au moins la moitié comme ça. Et ensuite, dernière chose que je soumets à votre réflexion. Moi, je n'ai pas été dans le nord de l'Europe cet été, j'ai été en Asie, parce que j'ai ma mère qui est originaire du Vietnam. Et je suis sidéré parce qu'ils sont à 8 000 $ par habitant, en PIB par habitant. Et ils font des maisons où ils se font plus plaisir que nous. Vous voyez ces trucs-là, là ? Oui, il y a beaucoup d'argent dépensé pour rien, quoi. Pour de la décoration. Vous voyez la façade de droite ? Et donc, ils sont moins riches. Alors, il y a un peu plus de monde dans la maison, puisqu'ils sont plutôt à 3, 4, 5, 6 personnes. Mais ce n'est pas non plus 12. Hein. C'est la classe moyenne qui se paye des maisons comme ça. Les coûts de construction sont inférieurs. Mais surtout, ce que j'ai découvert, c'est que la construction de maisons, là-bas, elle était plutôt de ce qui relève chez nous du Duster, du 4x4. Le 4x4, c'est quand même beaucoup de choses pour rien. C'est plus large, c'est plus haut, c'est plus cher, c'est plus lourd, pour rien, pour le plaisir. L'iPhone, il est cher pour rien, pour le plaisir. Demain, je suis persuadé, et on le voit en Asie, et pas qu'au Vietnam, pas qu'en Chine, on le voit aussi en Inde. Ce qu'on a vu dans les images de Maison Berval sur les intérieurs, un peu scandinaves, il y a une passion nouvelle qui se développe pour la décoration. Les gens n'arrêtent pas d'acheter des canapés. Les magasins de bricolage ont des chiffres d'affaires qui explosent. Il y a un intérêt réel pour le cadre de vie par les individus. Et donc je crois que malgré toutes les normes qu'on a qui augmentent nos coûts et on a du mal à boucler nos budgets, là on est face à des gens qui font moins de mètres carrés mais qui décorent plus. Et le village corse, il vient aussi de ça, c'est-à-dire qu'il vient d'une identité et du fait que la construction n'est pas simplement un objet utilitaire et fonctionnel, mais un objet de plaisir. Et donc si demain on passe des 50 000 maisons actuelles, par exemple, aux 200 000 et qu'on y revient, et je pense que c'est l'objectif qu'on doit se fixer. Les Français ne seront pas bien logés si on ne fait pas 200 000 maisons par an. Je pense qu'on doit aller dans une direction aussi où la maison redevienne l'objet le plus sexy du monde, et c'est comme ça que la densification elle sera acceptable par les voisins. Parce que si le voisin il arrive, il rajoute une maison, et que la maison elle est décorée, qu'elle est polie, et qu'elle amène un petit peu de joie et de bonheur dans la rue, elle sera beaucoup plus facile à accepter par les riverains que l'état actuel des choses en France. Voilà pour mon introduction. Merci.